Bonjour pour vous tous. Aujourd'hui, nous allons étudier les vaisseaux du cœur ainsi que les nerfs du cœur. Le cours d'aujourd'hui vise à décrire la vascularisation artérielle du cœur, vise à identifier le territoire vasculaire de chacune de ces artères, vise à décrire la vascularisation veineuse du cœur et enfin, il vise à décrire la vascularisation lymphatique du cœur. Je commence mon cours par une introduction. Autrefois, les anciens médecins pensaient que la vascularisation du cœur se fait directement à partir du ventricule gauche. Par la suite, le savant arabo-musulman Ibn al-Nafis ou bien Avicenne a démontré que cette notion était erronée et il était le premier à avoir souligné le rôle des artères coronaires dans la vascularisation du cœur, ceci en 1242. Il a dit dans son livre Commentaire de l'anatomie du canon Avicenne, considérer que le cœur se nourrit du sang qui est dans le ventricule droit est inexact. La nutrition du cœur se fait par les vaisseaux répartis dans sa masse. Je commence par les artères du cœur. Il faut savoir que la vascularisation artérielle du cœur est assurée par deux artères principales. Ces artères sont appelées les artères coronaires. On distingue une artère coronaire droite et une artère coronaire gauche. Sur cette vue antérieure du cœur, voici l'artère coronaire droite et voici l'artère coronaire gauche. Le nom d'artère coronaire vient de leur disposition en couronne autour du cœur. Ces artères recouvrent avec leurs branches de division la surface extérieure du cœur en cheminant dans les différents sillons du cœur. La vascularisation artérielle du cœur est une vascularisation de type terminal. Je m'explique. À la base, chaque partie du myocarde est irriguée par une seule branche de ces artères. Et il n'existe pas d'anastomose entre les différentes artères du cœur. Cependant, cette règle n'est pas constante et un réseau de suppléance ou bien de collatéralité pourrait se développer dans certains cas. Il s'agit souvent de personnes âgées aux antécédents de maladies coronaires. Malheureusement, ce réseau de suppléance est inefficace lorsque l'obstruction siège au niveau d'une artère coronaire principale. Je commence par l'étude de l'artère coronaire gauche. Sur une vue antérieure du cœur, l'aorte et l'artère pulmonaire sont sectionnées. Je peux repérer mon artère coronaire gauche. La voilà. Regardez bien, cette artère prend naissance sur le flanc gauche du segment ascendant de la crosse de l'aorte. Sur la deuxième vue, je peux voir la crosse aortique, la voilà. Je peux voir son segment ascendant et son segment horizontal. Ceci est le segment descendant de l'aorte. Donc, voici l'artère coronaire gauche. L'artère coronaire gauche va cheminer dans la dépression qui sépare l'artère pulmonaire de l'atrium gauche. Ainsi, cette artère va être masquée par l'artère pulmonaire. Sur cette vue, je peux voir comment l'artère pulmonaire masque le trajet de l'artère coronaire gauche. L'artère coronaire gauche chemine dans le sillon atrioventriculaire, dans sa partie gauche, arrivé au niveau de l'extrémité supérieure du sillon interventriculaire antérieur.
elle se divise en donnant deux branches terminales. Nous avons l'artère interventriculaire antérieure et nous avons l'artère circonflexe. Je commence par l'artère interventriculaire antérieure. La voilà sur une vue antérieure du cœur. Donc cette artère descend dans le sillon interventriculaire antérieur. Elle contourne la pointe du cœur pour se terminer dans le sillon interventriculaire postérieur. Je passe maintenant à l'artère circonflexe. La voilà toujours sur une vue antérieure du cœur. Regardez bien. L'artère circonflexe se porte à gauche. Elle chemine dans le sillon atrioventriculaire, dans sa partie antérieure et gauche. Elle passe au-dessous de l'auricule gauche. Elle croise ensuite le bord gauche supérieur du cœur pour se terminer sur la face inférieure ou bien diaphragmatique du cœur. La voilà sur la face inférieure du cœur en clair. Sur une vue postérieure du cœur, je peux voir la terminaison des deux branches terminales de l'artère coronaire gauche. D'abord, nous avons la terminaison de l'artère interventriculaire antérieure. Voilà. Et nous avons la terminaison de l'artère circonflexe. La voilà. L'artère coronaire gauche donne de nombreuses branches collatérales. Ces dernières peuvent être regroupées en trois types. Nous avons les artères atriales, nous avons les artères ventriculaires et nous avons les rameaux vasculaires. Les artères atriales gauches naissent de l'artère circonflexe. Elles sont destinées à l'irrigation de l'atrium gauche. On distingue sur une vue antérieure les branches atriales antérieures et sur la vue postérieure du cœur, on distingue les artères atriales postérieures. En plus, nous avons l'artère atriale du bord gauche. Les artères ventriculaires gauche naissent à partir des branches de division de l'artère coronaire gauche, c'est-à-dire elles naissent à partir de l'artère circonflexe et à partir de l'interventriculaire antérieure. Les ventriculaires gauche parcourent la surface des ventricules, comme ceci. Les artères ventriculaires gauches sont représentées par l'artère du bord gauche ainsi que les artères septales antérieures. L'artère du bord gauche, la voilà. C'est une volumineuse artère, c'est la plus importante des ventriculaires gauche. Elle naît de l'artère circonflexe. Les artères septales antérieures, et voilà. Elles naissent de l'artère interventriculaire antérieure. Ces rameaux septaux traversent la paroi du cœur pour se distribuer à la cloison interventriculaire. Je passe maintenant aux rameaux vasculaires. Ils étaient appelés autrefois les artères graisseuses de Vieux-Sens. Ces rameaux vasculaires gauches naissent directement du tronc de la coronaire gauche. Ils sont destinés à l'irrigation des parois vasculaires, c'est-à-dire la paroi de l'artère pulmonaire ainsi que la paroi de l'aorte. Ce que je peux voir sur cette vue, c'est un rameau vasculaire qui appartient à l'artère coronaire droite. Je passe maintenant à l'étude de l'artère coronaire droite. La voilà sur une vue antérieure du cœur. Cette artère naît sur le flanc droit du segment ascendant de la crosse aortique.
Elle se dirige ensuite à droite. Elle parcourt le sillon atrioventriculaire dans sa partie antérieure et droite. Ensuite, elle contourne le bord droit du cœur. L'artère coronaire droite continue son trajet sur le sillon atrioventriculaire dans sa partie postéro-droite. Par la suite, elle se coude pour rejoindre le sillon interventriculaire postérieur. À ce niveau-là, elle devient l'artère interventriculaire postérieure. L'artère interventriculaire postérieure, la voilà en pointillé ici. Elle chemine dans le sillon interventriculaire postérieur et elle se termine près de la pointe du cœur. L'artère coronaire droite donne de nombreuses branches collatérales qui sont presque identiques à celles de l'artère coronaire gauche. On distingue les artères atriales, des artères ventriculaires et des rameaux vasculaires. Je commence par les artères atriales droites. Elles naissent de la portion de l'artère qui traverse le sillon atrioventriculaire. Les artères atriales sont destinées à l'irrigation de l'atrium droit. On distingue des artères atriales antérieures. On distingue des artères atriales postérieures et on distingue l'artère atriale du bord droit. Les artères ventriculaires droites, les voilà sur une vue antérieure, les voilà sur une vue postérieure. Ces artères naissent de la portion atrioventriculaire ainsi que de la portion interventriculaire. Les artères ventriculaires droites parcourent la surface du cœur. Parmi ces artères, on distingue l'artère du bord droit du cœur. La voilà sur une vue antérieure. La voilà sur une vue postérieure. Cette artère est la plus importante des branches ventriculaires de la coronaire droite. En plus de cette artère, on trouve des artères septales postérieures. Ces artères naissent de l'interventriculaire postérieur et elles sont destinées à l'irrigation de la cloison interventriculaire. Enfin, nous avons les rameaux vasculaires ou bien les artères graisseuses de Vucens. Sur cette vue antérieure, je vois en numéro 1 de ces rameaux vasculaires. Il faut savoir que ces rameaux vasculaires naissent juste à l'origine, comme vous voyez, de l'artère coronaire droite. Et ils sont destinés à l'irrigation des parois vasculaires représentées par la paroi de l'aorte et la paroi de l'artère pulmonaire. J'arrive maintenant à l'étude des territoires vasculaires. Ce que vous voyez en rose sur la vue antérieure du cœur correspond à la zone vascularisée par l'artère coronaire droite. Ce que vous voyez coloré en bleu correspond à la zone du cœur vascularisée par l'artère coronaire gauche. Je commence par l'artère coronaire gauche. Cette artère est responsable de l'irrigation de l'atrium gauche. Elle irrigue également le ventricule gauche. Elle irrigue la portion adjacente du ventricule droit, en avant ici. Elle irrigue également les 2/3 antérieurs de la cloison interventriculaire. C'est en ce qui concerne le territoire vasculaire de l'artère coronaire gauche. Maintenant, l'artère coronaire droite est responsable de l'irrigation de l'atrium droit. Elle irrigue également le ventricule droit. Elle irrigue la portion adjacente du ventricule gauche, mais en arrière. Elle irrigue la cloison interatriale en haut.
Elle irrigue également le tiers postérieur de la cloison interventriculaire. Et enfin, elle est responsable de l'irrigation du tissu nodal. Le tissu nodal est un tissu nerveux qui est responsable de l'innervation intrinsèque du cœur. On va le détailler dans le cours suivant. Après les artères du cœur, je passe maintenant à l'étude des veines. Il faut savoir que le drainage veineux du cœur est assuré par des veines qui cheminent elles aussi dans les sillons cardiaques et elles sont donc satellites aux artères du cœur. Les plus importantes de ces veines sont représentées par la grande veine coronaire, le sinus coronaire, les petites veines du cœur et les veines de Tibesius. Je commence par la grande veine coronaire. La voilà sur une vue antérieure du cœur. Cette veine commence au niveau de la pointe du cœur. Ensuite, elle monte sur la face antérieure du cœur dans le sillon interventriculaire antérieur. Par la suite, elle s'infléchit à gauche et elle s'engage dans le sillon atrioventriculaire. La grande veine du cœur contourne le bord gauche du cœur. Elle continue son trajet toujours dans le sillon atrioventriculaire. Arrivée au niveau de la face diaphragmatique ou bien inférieure du cœur, elle se termine par une dilatation veineuse qu'on appelle le sinus coronaire. La grande veine coronaire reçoit de nombreuses branches affluentes dont on distingue des branches septales, des branches ventriculaires antérieures et des branches atriales. Les veines septales drainent le septum interventriculaire. Les veines ventriculaires antérieures drainent la face antérieure du ventricule gauche. La plus importante des veines ventriculaires antérieures est la veine du bord gauche du cœur. Les veines atriales sont représentées par des veines qui drainent l'atrium et l'auricule gauche. Après la grande veine coronaire, nous avons les petites veines du cœur. Sur une vue antérieure du cœur, voilà les petites veines du cœur. Ce sont des veines situées sur la face antérieure du ventricule droit. Ces veines s'abouchent directement dans l'atrium droit. La plus importante des petites veines du cœur est représentée par la veine du bord droit du cœur ou bien la veine de Galien. Le drainage veineux du cœur est assuré également par les veines du Tibesius. Ce sont des petites vénules qui sont issues des parois du cœur. Les veines de Tibesius s'ouvrent directement dans les cavités cardiaques par l'intermédiaire de petits orifices. Le drainage veineux du cœur est assuré également par le sinus coronaire. Voici sur une vue postérieure du cœur le sinus coronaire. Il s'agit d'une grosse veine ou bien une dilatation veineuse qui fait suite à la grande veine coronaire. Cette dilatation veineuse mesure environ 3 cm de long et 1 cm de large. Le sinus coronaire est situé sur la face inférieure ou bien diaphragmatique du cœur, plus exactement dans le sillon atrioventriculaire. Ce sinus draine le sang veineux de presque la totalité du cœur. Enfin, le sinus coronaire se jette dans l'atrium droit par l'intermédiaire de son ostium. Le sinus coronaire présente deux valvules. La première valvule est la valvule de Vieussens. Cette valvule est située au niveau de sa jonction avec la grande veine coronaire. La deuxième valvule est la valvule de Tibesius et elle est située au niveau de sa terminaison, c'est-à-dire au niveau de l'atrium droit. Le sinus coronaire reçoit de nombreuses branches affluentes, dont les plus importantes sont représentées par
la veine oblique de l'atrium gauche, appelée autrefois la veine de Marshall. Il reçoit également la veine postérieure du ventricule gauche. Voilà. Il reçoit aussi la veine interventriculaire postérieure. Il reçoit enfin la petite veine du cœur. Cette veine est située dans le sillon atrioventriculaire dans sa partie postéro-droite, au-dessus de l'artère coronaire droite. Je passe maintenant au drainage lymphatique du cœur. Sur une vue postérieure du cœur, ce que vous voyez en vert ici représente les vaisseaux lymphatiques ainsi que les lymphonodes ou bien les ganglions lymphatiques. En fait, les lymphatiques du myocarde et de l'endocarde sont drainés par le réseau sous-épicardique et ce dernier, c'est-à-dire le réseau sous-épicardique, est drainé lui-même par deux collecteurs, un collecteur principal et un collecteur accessoire. Je commence par le collecteur lymphatique principal. Ce collecteur principal est situé à gauche. Il est formé de 2 à 3 vaisseaux lymphatiques. Il draine les ventricules et il se termine dans les lymphonodes trachéobronchiques. Après le collecteur principal, nous avons le collecteur accessoire. Ce collecteur accessoire est situé à droite. Il draine l'atrium droit ainsi que le bord droit du ventricule droit. Il suit l'artère coronaire droite et il parcourt la face antérieure de l'aorte pour se terminer dans les lymphonodes prévasculaires. Après la vascularisation, on passe maintenant à l'étude des nerfs du cœur. Je commence par une introduction. Il faut savoir que la pompe cardiaque possède une innervation double. Une innervation intrinsèque et une innervation extrinsèque. L'innervation intrinsèque, elle est assurée par le système cardio-necteur. Ce système est responsable de l'automatisme cardiaque. L'innervation extrinsèque est assurée par deux systèmes nerveux. D'un côté, le système nerveux sympathique et d'un autre côté, le système nerveux parasympathique. Il faut savoir que le système nerveux sympathique est un système cardio-accélérateur. Par contre, le système nerveux parasympathique est un système cardio-modérateur. Les deux systèmes sympathiques et parasympathiques responsables de l'innervation de la pompe cardiaque se disposent en nerf cardiaque et en plexus cardiaque. Je commence par l'innervation extrinsèque. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette innervation est assurée par deux systèmes, un système parasympathique et un système sympathique. Je commence par le système parasympathique. Sur le schéma, ce système est coloré en vert. Le système parasympathique est constitué de chaque côté par 3 groupes de nerfs cardiaques. Nous avons donc de chaque côté un nerf cardiaque supérieur, un nerf cardiaque moyen et un nerf cardiaque inférieur. Ces nerfs cardiaques sont des branches du nerf vague. Voici le nerf vague ou bien le nerf pneumogastrique. Il correspond à la 10e paire crânienne. Les centres nerveux parasympathiques sont représentés par les noyaux du nerf vague. Ces noyaux sont situés au niveau du bulbe du tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est cette partie-là sur le schéma, est une structure anatomique très importante qui fait partie de l'encéphale. Le système sympathique est coloré sur le schéma en jaune. Ce système prend origine à partir des ganglions de la chaîne
sympathique cervicale. Voici la chaîne sympathique cervicale. Le système sympathique est constitué de chaque côté par 3 groupes de nerfs cardiaques. Nous avons de chaque côté un nerf cardiaque supérieur, un nerf cardiaque moyen et un nerf cardiaque inférieur. Le nerf cardiaque supérieur prend origine à partir du ganglion cervical supérieur. Le nerf cardiaque moyen prend origine à partir du ganglion cervical moyen. Et le nerf cardiaque inférieur prend origine à partir du ganglion cervical inférieur. Les centres nerveux sympathiques sont représentés par la corne latérale de la substance grise de la corde spinale ou bien la moelle spinale, plus exactement la partie comprise entre les centres médulaires C8 et D2. Je passe maintenant à l'étude des plexus cardiaques. Le plexus cardiaque est un réseau anastomotique formé par la réunion des rameaux cardiaques sympathiques et parasympathiques. On distingue au cœur deux plexus cardiaques principaux. Nous avons un plexus antérieur et nous avons un plexus postérieur. Je commence par le plexus cardiaque antérieur. Ce plexus est numéroté par le chiffre 17 sur ce schéma. Il faut savoir que le plexus cardiaque antérieur est un plexus superficiel et artériel. Il est situé devant l'arc aortique et l'artère pulmonaire. Il contient le ganglion de Vreesberg. Voilà. Le plexus cardiaque antérieur donne les plexus coronaires droit et gauche qui accompagnent les artères du même nom. Et ce plexus est destiné à l'innervation des ventricules. Le plexus cardiaque postérieur, numéroté par le chiffre 13 sur les deux schémas, c'est un plexus profond et veineux, situé à la face postérieure de l'atrium droit, et il est destiné à l'innervation des atriums. Je passe maintenant à l'étude de l'innervation intrinsèque. L'innervation intrinsèque du cœur est assurée par le système cardio-nicteur. Ce système est appelé également le tissu nodal. Ce tissu nodal est situé sous l'endocarde. Il est constitué par des cellules myocardiques qui sont spécialisées dans la conduction de l'influx nerveux. Il représente le système de commande du cœur. Il est responsable de l'automatisme cardiaque et de la conduction de l'excitation à l'intérieur du cœur, c'est-à-dire ce système donne naissance aux contractions rythmiques et permet leur propagation au reste du myocarde. Le tissu nodal est vascularisé par l'artère coronaire droite. Le système cardionicteur ou bien le tissu nodal comprend plusieurs formations. La première formation nodale est représentée par le nœud sinusal ou bien le nœud sinuatrial. Ce dernier est situé sur la paroi postérieure de l'atrium droit. Le nœud sinusal détermine le rythme cardiaque normal qu'on appelle le rythme sinusal. La deuxième formation nodale est représentée par le nœud atrioventriculaire. Ce dernier est situé sur la paroi inférieure de l'atrium droit, près du septum atrioventriculaire. Enfin, nous avons le faisceau de His. Ce faisceau se divise en deux branches, droite et gauche, qui cheminent le long du septum interventriculaire afin de se ramifier dans le tissu sous-endocardique pour former le réseau de Purkinje.